Ben non, on est sur le sujet. Quel est l'aspect le plus important et le plus sous-estimé qu'on est stratège de marché ou trader tout simplement là? C'est la gestion du risque. C'est sûr que c'est la gestion du risque qui est l'aspect le plus important, le plus sous-estimé. Euh, Meilleure gestion de risque, des meilleurs rendements ajustés au risque, ça commence par une diversification qui est multiclasse d'actifs. Puis c'est souvent ce que les gens oublient de faire. Donc, multiclasse d'actifs, ça veut dire investir dans des actions, mais aussi dans les devises, dans les commodités, dans les obligations. Une meilleure diversification, c'est multistratégie, donc c'est d'avoir différentes stratégies, des stratégies de momentum, mais des stratégies de mean reversal, c'est-à-dire retour à la moyenne, c'est-à-dire qu'on va, on est dans un marché qui est en zigzag, ben on va vendre les sommets puis on va acheter les bottoms. Fait que ça c'est le mean reversal. Donc avoir plusieurs types de stratégies, Un que ça bottom, c'est soit un prix, j'ai envie de dire, au fond du baril, si on peut dire, c'est à ça, peu c'est près. ça. Là. C'est vraiment d'avoir un peu un esprit contrarien avec ce type de stratégie. Long short, long en trading, on parle de long. Quand on dit long, ça veut dire on anticipe que le prix va monter. Puis quand on dit short, c'est qu'on anticipe que le prix va baisser. Il existe plusieurs types d'instruments qui nous permettent justement de profiter si le marché monte et de profiter si le marché baisse. La majorité des gens sont normalement seulement longs. Donc, ont aucune stratégie short, ce qui est un problème selon moi. Il faut C'est aussi c'est plus Oui, vas-y. complexe. Short le marché, donc parier que le marché va être baissier, va aller à la baisse pour l'investisseur moyen, j'ai envie de dire pas professionnel, donc relativement amateur. Là. Short le marché, c'est assez complexe. Donc, comparativement à simplement, en gros, investir en pensant que les prix vont monter. Hein. Ben, ça rajoute de la complexité. C'est juste que à un moment donné, il faut savoir le faire. Il y a des moyens d'utiliser aussi des options, qui est une bonne façon de protéger son portefeuille. Mais si on prend, on va en parler parce que c'est un élément qui est super important. Donc aussi d'avoir des stratégies à court et à moyen terme, donc d'avoir des stratégies qui visent à prendre des profits à court terme, aussi à moyen terme. Moi, je peux être dans une position pendant une dizaine de minutes, 30 minutes, comme je peux être dans une position pendant quelques années aussi. Là. Donc, je ne me limite pas, mais c'est sûr qu'à court terme, l'objectif, c'est de prendre des profits rapidement pour faire croître ses avoirs. Moi, je crois beaucoup que paper profit means nothing. C'est vraiment quand on vend une position que l'argent est dans le compte en banque, maintenant Quand vous voulez dire ça va être au paper zéro. profit, ça veut dire que le prix, vous détenez une action, par exemple, le prix augmente, vous avez potentiellement un profit de Un gain, 50%, un gain de un gain 50%, potentiel. mais tant que c'est pas vendu réellement, ce n'est que du potentiel. Il faut aussi investir dans différentes juridictions, j'y crois beaucoup. Investir seulement au Canada ou seulement aux États-Unis, c'est pas nécessairement une excellente idée C'est parce qu'il y a fréquent? de Des investisseurs qui n'investissent que dans un marché, un pays. Ça a évolué beaucoup, je pense, avec la venue des fonds négociés en bourse. Là, maintenant, il y a une exposition qui ça permet d'avoir, tu sais, d'investir dans des marchés émergents. Mais on en voit quand même beaucoup là, qui se limitent plus à des actions canadiennes, par exemple. Puis, je peux très bien comprendre pourquoi. Pour des Canadiens, c'est un marché qu'on connaît mieux. Mais en termes de diversification, c'est vraiment essentiel d'investir à l'étranger. Tu sais, moi, par exemple, j'ai des placements en Europe, j'ai des placements en Chine. Avec les devises, je trade un peu partout dans le monde, etc. Quand j'ai des placements en Chine, en fait, je suis short Chine parce que je suis pas trop confiance en l'économie de marché en Chine. Mais ça me permet d'avoir un portefeuille qui est mieux diversifié. Puis la diversification doit aussi se faire selon une analyse de la corrélation de chacun des instruments qui composent un portefeuille. Puis ça, c'est super important quand tu poses des questions à des investisseurs ou même à des courtiers. Bon, quels sont les facteurs de corrélation de mes instruments dans mon portefeuille? La réponse, souvent, elle est pas de réponse. Les gens ont de la difficulté à nous donner une bonne réponse là-dessus. Fait que, tu sais, sur un portefeuille de 60-40, on entend souvent le portefeuille 60-40. Ce que ça veut dire, ben, c'est 60% en actions, 40% en obligations. C'est un portefeuille typique qui a quand même bien fonctionné pendant un bon bout de temps, pendant les 40 dernières années. Donc, oui, ça a été une bonne décision à ce moment-là.
Mais c'est pas un portefeuille qui est bien diversifié dans les contextes de changement de paradigme comme on est en train de voir en ce moment. Il est trop souvent hyper concentré. En période inflationniste, par exemple, les obligations sont presque 100% corrélées avec les actions. On l'a vu en 2022. Le marché boursier a baissé, les actions, les obligations baissaient également au même moment parce que le taux, le yield sur les obligations augmentait. Fait que c'est important de comprendre comment bâtir un portefeuille en fonction de la volatilité de chaque instrument. Donc, si j'achète des actions de deux sociétés différentes, les chances que ces titres soient corrélés sont extrêmement élevées, même si elles sont dans deux secteurs d'activité différents. Donc, j'ai pas un portefeuille diversifié en nombre ni en termes de facteurs de corrélation. Par ailleurs, moi, j'invite toujours mes clients ou des investisseurs à avoir des instruments de couverture, ce qu'on appelle du hedging, dans un portefeuille qui est principalement long. Fait que l'objectif, c'est de protéger en cas de volatilité extrême. Par exemple, un Canadien, investir en dollars américains, c'est une excellente forme de couverture partielle du portefeuille parce que le dollar américain est généralement une couverture naturelle, un hedge naturel qui peut venir contrebalancer les fluctuations des actifs plus risqués, comme les actions. Ça veut dire que, tu sais, si on regarde un tableau de corrélation, dans un tableau de corrélation, il va se lire assez facilement. On va corréler des instruments. On va voir s'ils bougent en même temps. Est-ce qu'ils sont parfaitement corrélés? Est-ce qu'ils sont neutres, donc non corrélés? Ou est-ce qu'il y a une corrélation inverse? Donc, dans un tableau de corrélation, si on voit le chiffre 1, c'est parce qu'il y a une corrélation parfaite entre deux instruments. Si on voit le chiffre 0, c'est qu'il n'y a aucune corrélation. Si on voit le chiffre -1, c'est qu'il y a une corrélation inverse. Mais si on donne un exemple concret, ça pourrait dire que, par exemple, corrigerai, je me trompe, mais le TSX va chuter drastiquement une journée, les chances sont que le dollar américain soit en hausse. Donc, vous avez une corrélation inverse. Exactement. D'accord. Tu sais, si Le on regarde TSX étant la bourse de Toronto, excusez. C'est ça. Fait que si on regarde le tableau de corrélation, j'en ai sorti un, puis je pense qu'on va être capable pour tes auditeurs, de mettre en ligne là, une copie des graphes, là, des graphiques qu'on partage. On rajoutera aussi dans les commentaires pour notre audience, surtout ceux qui l'écoutent en balado, ce qui veut dire qu'ils n'ont que le son, que l'audio. Tous les liens vers les graphiques que nous mentionnerons seront inclus dans la description. Excellent. Donc, si on regarde, j'ai sorti un tableau de corrélation sur les 500 derniers jours de trading ouvert, quand les marchés étaient ouverts. Donc, ça nous amène à peu près aux 2 dernières années. Si on regarde la corrélation du USD CAD, le dollar américain sur le dollar canadien versus le S&P 500, par exemple, on a un facteur de corrélation de 0,7. Donc, c'est sûr qu'il faut regarder cette corrélation-là. Cette corrélation-là va évoluer souvent. En ce moment, il y a une corrélation un peu étrange parce que le dollar canadien ne fait que baisser depuis un certain temps. Mais normalement, le dollar américain va être un bon hedge pour des Canadiens. Donc, moi, c'est sûr que j'investis beaucoup en dollars américains dans les marchés américains pour contrer un peu la volatilité qu'on peut voir sur les marchés financiers. Après ça, puis là, ça, c'est un des aspects, là, je sais qu'on rentre dans un vif du sujet puis Avant qu'on aille plus loin dans les... Parce qu'en effet, on est rentré dans le très technique très rapidement, ou relativement technique. Ouais. Mais pour le commun des mortels qui n'ont jamais fait de trading, qui n'ont jamais vu une plateforme de transactions financières, bon, je pense à les plus connus, là, Interactive Brokers au Canada, je dirais. Disnat, Banque Nationale, là, tout ça ont leur propre plateforme d'investissement où on peut faire nos propres transactions. Mais ça ressemble à quoi exactement? Faire du trading, du boursicotage au quotidien en termes de... Littéralement, qu'est-ce que tu fais de ta journée? Hein? Mon Dieu, la journée commence, je me lève vers 5 heures, puis je vais être au bureau. Le bureau, en fait, c'est chez moi, dans mon sous-sol. Vers 6 heures, je vais regarder je vais lire les nouvelles, regarder ce qui s'est passé, principalement sur Bloomberg.
Puis regarder ce qui s'est passé en Europe, évidemment de bien connaître mes nouvelles, les nouvelles qui doivent être annoncées durant la journée. Donc les nouvelles économiques, c'est important de savoir qu'est-ce qui va être annoncé durant la journée. Moi, je ne porte pas trop attention sur les prévisions des résultats, plutôt sur le fait que je sais, disons qu'à 8h30 le matin, il va y avoir une nouvelle sur l'inflation. Et à ce moment-là, je sais que le marché va quand même bouger à ce moment-là. Donc, la nouvelle, c'est le catalyste. C'est un catalyste à court terme. Des fois, la nouvelle a peu d'impact. Des fois, la nouvelle a beaucoup d'impact. Donc, c'est sûr que quand on suit beaucoup ce qui se passe, on sait qu'on s'attend à ce que certaines nouvelles aient plus d'impact que d'autres. Donc, il faut connaître ça parce que on veut essayer d'éviter d'être dans le marché à court terme avant ce type de nouvelles-là. On peut avoir un portefeuille. Moi, dans mon cas, par exemple, il y a deux types de placements que je fais. Il y a le placement stratégique, puis il y a le placement tactique. Donc, le placement stratégique, c'est ce que j'appelle le core portfolio. C'est un portefeuille qui qui vise à avoir des positions sur plusieurs mois normalement. C'est du swing trading. On essaie de prendre le swing à la hausse ou à la baisse sur un instrument particulier, puis on essaie de bien diversifier le portefeuille en étant dans plusieurs classes d'actifs, puis en étant long short selon plusieurs stratégies. Fait que ça, c'est le core portfolio qui va varier de façon journalière. Là, il peut varier de 1% par jour. C'est important de le voir varier dans mon style à moi pour être capable de, à un certain moment donné, d'aller prendre des profits puis de rebalancer le portefeuille. Ensuite, il y a les stratégies tactiques. Les stratégies tactiques qui sont aidées par la technologie. Donc, nous, on bâtit des bots, des robots qui trade également contre nous pour amener un élément de volatilité, de diversification qui vient diminuer en fait la volatilité. Donc moi, je pourrais être long à plusieurs contrats du Nasdaq en pensant que ça va monter, mais le robot, lui, peut avoir une stratégie différente, puis il va prendre une position inverse contre moi. Mais son objectif, c'est vraiment de rester dans la position peut-être 30 minutes. 30 minutes, 1 heure, etc., puis de viser il va avoir des petits targets, des petits objectifs de profit, puis il va fermer sa position. Puis après ça, on a des systèmes qui vont regarder toute la corrélation des placements, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. Moi, de façon subjective, je vais faire plusieurs trades, principalement d'un point de vue stratégique, du rebalancement. Moi, je rebalance mon portefeuille à chaque semaine. Donc, c'est toujours en rebalancer en fonction de ma thèse d'investissement. Puis, d'un point de vue tactique, je vais également faire des trades tactiques, mais on va être aidé par la technologie pour faire des trades tactiques. Bon, ça, c'est quelqu'un qui est très actif. Dans toute évidence, là, vous faites ça à temps plein. Euh, Tout ce que vous avez mentionné, cependant, n'est pas nécessairement, comment dire, j'allais dire abordable, c'est pas la question, c'est pas vraiment le terme, là, mais accessible, pardon, à l'investisseur moyen, à l'épargnant en particulier, hein, qui veut gérer un peu son portefeuille, mais qui veut pas passer 40 heures semaine là-dessus parce qu'il y a un travail. C'est ça. Quel conseil auriez-vous pour ce genre de personne épargnant qui est prêt à mettre quelques heures par semaine pour gérer son portfolio, pas simplement acheter des fonds négociés en bourse, à être passif, comme on dit un investisseur passif, ou trop passif, je devrais dire. Comment est-ce que cette personne pourrait s'aiguiller? Ben, en fait, je dirais que l'investissement passif a bien fonctionné pendant 40 ans. Moi, je pense on est à la fin de ce paradigme-là, puis on pourra en parler plus longuement. Mais je pense que la gestion active va devenir de plus en plus pertinente. On entend le contraire. On entend que la gestion passive, c'est la meilleure gestion de tous les temps, puis ça va le demeurer. Malheureusement, je suis pas mal certain que j'ai raison. Bon, ça prend un certain esprit contrarien, mais le changement de paradigme fait en sorte on va connaître des marchés un peu plus incertains, un peu plus volatiles, plus en zigzag, en dents de scie. Et il faut essayer de comprendre les grands thèmes d'investissement, les grandes tendances et les revirements qu'on doit anticiper.